Jean-Jacques Dubois, tu as été doublement médaillé comme entraîneur. Comment arrives-tu à rester modeste? Ah, je savais pas que je restais modeste. Ouais, non, chaque Olympiade, c'est un moment particulier. Donc, c'est vrai que j'ai été médaillé à d'autres reprises. Mais quand tu repars sur un autre projet, une autre Olympiade ou une autre Paralympiade, ben, les choses se remettent presque à zéro, en tout cas en termes de résultats. Donc voilà. Donc c'est une des façons de rester modeste. Donc, est-ce que tu peux revenir sur sur ta participation au jeu comme entraîneur des stars? Étant entendu, en fait, que cette nomination a été tardive et que la préparation a été, somme toute, assez raccourcie, contrairement aux fois précédentes. Oui, tout à fait. J'avais sollicité quand même la Fédé à la sortie des Jeux de Pékin parce que j'avais envie de revivre une expérience dans le cadre de l'olympisme après deux Paralympiades. Et ça s'est fait en cours de route, vu en août 2010, le DTN m'a interpellé pour, dans un premier temps, que j'évalue l'équipage de Xavier Roard et de Pierre-Alexis Ponceau. Et les choses se sont construites au fur et à mesure, mon implication avec l'équipage, pour finalement me retrouver à Weymouth à encadrer l'équipage pendant les Jeux. Ouais. Ouais, première question suite à ta première réponse. Jeux olympiques, Jeux paralympiques, quelles sont selon toi les principales différences entre ces deux types d'événements? En voile, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de différences. L'un principal reste probablement la densité de la population. C'est sûr que dans le cadre des Jeux paralympiques, on a une densité de nations un peu moins élevée qu'on ne peut le retrouver dans le cadre de l'olympisme. Par contre, les nations fortes restent fortes. Et là, on les retrouve olympiques et paralympiques à peu près à niveau égal, quoi. Et donc, par rapport à ça, maintenant, dans une optique comparative, entre les championnats du monde, après la World Cup, cette régate de Weymouth, en quoi, en fait, la régate des Jeux est-elle fondamentalement différente par rapport aux autres régates? Alors, dans le cadre de l'olympisme, elle est différente parce qu'on se retrouve à une nation, mais c'est vrai aussi pour les paralympiques, hein, donc il y a un représentant par nation. C'est différent parce que c'est une épreuve tous les 4 ans. C'est différent parce que c'est un focus particulier qui amène de la pression, etc. Et c'est sûr que c'est difficile de comparer une épreuve de la Coupe du Monde où on va retrouver l'ensemble des séries olympiques et paralympiques aux Jeux olympiques où on va retrouver là aussi toutes les séries. Donc c'est vraiment le caractère, le fait d'avoir un représentant par nation, que ce représentant-là est issu d'une sélection nominative ou mathématique, que souvent c'est une année de bagarre acharnée entre deux équipages, voire plus. C'est ça qui en fait un peu l'unicité, quoi. Et cette périodicité, le fait qu'il y ait ça tous les 4 ans et que voilà, tu loupes les Jeux, tu peux te racheter que dans 4 ans. Tu loupes un championnat du monde, tu as l'année qui va venir, il te permet de remettre un peu le couvert et de vouloir te repositionner comme leader. Donc voilà, et après le focus qui est mis
par les fédérations, par les médias. C'est tout ça qu'on fait l'unicité. Et donc là, c'est peut-être une question en off. Est-ce que tu penses que la préparation de ces jeux, de cette régate particulière, est pensée comme telle? C'est-à-dire, est-ce que la préparation répond à la singularité des jeux? C'est une question qui est compliquée et en même temps très simple, quoi. De toute façon, on ne reproduira pas les jeux. Les jeux, c'est les jeux. Ça a lieu tous les 4 ans. On connaît le jour de la première manche, le jour de la dernière manche. Voilà. Ça, et on ne le reproduira pas. On aura beau dire le mondial avant, par exemple, si on prend le cas des mondiaux ISAF, où on retrouve toutes les séries sur un même lieu, avec seulement que 2 représentants par nation, en tout cas avec un système de qualification, etc. On ne reproduira pas les jeux. Donc après, on peut les préparer parce qu'on en discute, parce qu'on se dit qu'est-ce qui peut venir perturber une préparation, qu'est-ce qui peut venir perturber l'engagement de la personne pendant cette période-là. Mais donc voilà, on peut en discuter, on peut en débattre, on peut revenir dessus régulièrement, mais on ne prévoira jamais tout. On ne reproduira pas les choses. Par contre, on peut créer des scénarios et ces scénarios vont se rapprocher d'événements qui vont plus ou moins se passer. Et donc, ça va aider à cette préparation et au fait d'arriver relativement près sur l'événement. Le sens commun a tendance à considérer qu'en fait, un bon entraîneur, c'est déjà un expert dans la discipline. Donc, tu as été expert relatif en planche, étant entendu que tu as plutôt fait de la vitesse plutôt que de la régate. J'ai pas souvenir que tu as été champion du monde. J'ai pas souvenir non plus que tu as brillé dans les compétitions de 2.4. Et non plus, j'ai regardé les tablettes de stars et j'ai pas vu ton nom. Et qu'est-ce qui fait en fait que Jean-Jacques Dubois est une star comme entraîneur? Déjà, je pense pas l'être une star comme entraîneur, donc ça c'est déjà un premier point. Un entraîneur titré. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, bon. Et est-ce qu'il faut être champion du monde pour être un bon entraîneur? Je sais pas. Ça va aider probablement, mais en même temps, tu es champion du monde à un moment donné, tu vas entraîner à un autre. Les choses auront évolué entre les deux. Quel est l'intérêt d'avoir été à haut niveau avant d'entraîner? C'est probablement l'approche que le haut niveau va demander. Maintenant, on demande à un entraîneur d'être capable d'aider le coureur à y arriver. Et pas nécessairement à l'entraîneur de revivre ces championnats du monde à la place du coureur. Donc voilà, donc c'est une alchimie qui est particulière, l'entraînement. En planche, j'ai régaté à bon niveau. J'ai fait de la vitesse certes, mais j'ai fait aussi de la D2. C'est sûrement ma proximité avec les coureurs au moment où j'ai commencé à être entraîneur national qui a été un des éléments moteurs dans la préparation. Je pense que si j'avais pas été planchiste avant, si j'avais pas eu une petite histoire, c'est pas sûr que c'est fonctionné comme ça. Donc nécessairement, c'est difficile de devenir entraîneur sans qu'une histoire se crée entre, en tout cas, en plus aidera à la création de liens entre le coureur et l'entraîneur. Dans le cadre du 2.4,
ça reste de la voile. Entre la planche et le 2.4, il y a eu le Forti. Il y a eu une réflexion sur l'encadrement, en tout cas de ma part, en tout cas sur c'est quoi entraîner, quelles sont les choses que j'ai bien réussies sur les deux Olympiades que j'avais encadrées, qui étaient Barcelone et Atlanta, quelles sont les raisons de certains échecs, choses que j'ai essayé après de transposer en Forti et que après j'ai essayé de transposer dans le cadre du paralympisme. Donc aujourd'hui, c'est mon travail d'entraîneur. De toute façon, je dois rester en contact de la navigation, en contact, même si on me voit pas sur les tablettes du 2.4 ou du Star. J'ai fait du Star, j'ai même fait une régate en Star. Il y a une nécessité de naviguer pour l'entraîneur, d'être au contact de la voile, mais au-delà de l'entraînement, donc du contact que l'entraînement, j'ai besoin de continuer à aiguiser mon œil, j'ai besoin de continuer à aiguiser le sens tactique, etc. Donc j'ai besoin de le faire de façon à pouvoir évaluer les problématiques que pose telle ou telle chose. Mais c'est pas ça qui va être recherché. En tout cas, quand Xavier et Pape se tournent vers moi pour les accompagner, c'est sûr qu'ils n'attendent pas de moi une expertise dans le Star en termes de finesse de réglage, etc. Ce qu'ils attendent, déjà, je pense qu'il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, moi, la façon dont j'ai compris, c'était quelqu'un qui pouvait, à un moment donné, les remettre dans une certaine, dans un, comment on peut dire, je vais dire dans le sens du travail, mais il travaillait avant, donc ça serait prétentieux de dire, mais en tout cas redonner du peps au système. J'arrive pas à trouver les mots, je sais pas si tu me comprends, voilà. Donc, alors pour reprendre une approche pragmatique, qui est un peu ta marque de fabrique, si je te demandais de te placer entre entraîneur technicien ou entraîneur charismatique, tu te mettrais plutôt sur quel volet ? Moi, j'ai le sentiment d'être un technicien. Moi, j'ai le sentiment d'avoir les mains dans le cambouis avec les personnes. Mais ça, c'est pas spécialement la technique, justement. C'est que moi, quand je vois de l'extérieur, le fonctionnement d'un Jean-Jacques Dubois, je vois quelqu'un qui arrive à créer une équipe autour de lui et qui arrive à entraîner un certain nombre de gens pour l'aider dans son approche de coach-manager, j'ai envie de dire. De manager. Je te vois plus comme manager, comme technicien. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui. De toute façon, j'ai pas le sentiment qu'on puisse bosser seul. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, ouais. C'est vrai que j'essaye de m'entourer. C'est vrai que j'essaye d'amener dans un projet des compétences particulières et nécessaires pour permettre aux gens d'arriver à la performance, quoi. Maintenant, alors c'est ça. Mais bon, voilà. Après, moi, je me sens technicien en réalité. Mais bon, voilà, c'est pas nécessairement très facile de positionner son travail en réalité, je trouve. J'essaye de répondre et de trouver des solutions pour répondre à un problème posé par l'entraînement, quoi. Et donc, ça peut prendre des formes vraiment très diverses. D'accord. Donc, là, une autre question, mais de même nature. Donc, après Jacques Saury, aujourd'hui, c'est plutôt Olivier Lerouge. Est-ce que tu as besoin de te rassurer ? Oh, oui, probablement. Et même avant Jacques Saury, c'était Yvon Piégelin quand même. Je pense que c'est la première personne qui est venue partager un espace avec moi dans un semi-rigide. Bon, là, c'était une vedette à l'époque. C'était à Brest, j'étais tout jeune entraîneur.
Et il est venu 2-3 fois. Il n'a jamais cherché à s'imposer, vu que j'entraînais son fils. Mais je pense qu'il a su, en tout cas, me donner confiance dans ce que je faisais. Je pense que c'est la première personne avec qui j'ai partagé. Indépendamment de l'époque où c'était Jean-Yves Le Desroff qui était responsable de la section sport-études, donc on travaillait ensemble avec Jean-Yves. Mais en plus donc de ce travail-là, c'est vrai que je me souviens bien, en tout cas au moins d'un moment avec Yvon sur le semi-rigide, à discuter de l'entraînement. Et c'est vrai que ça réconforte. Le fait de travailler avec Jacques, c'est sûr que avec Jacques Saury, c'est sûr que sur la préparation de 92, c'était probablement pour me permettre de mieux me structurer moi. Je pense qu'il m'a plus apporté qu'il a probablement apporté aux coureurs. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille plus avec Olivier parce que je pense que c'est une personne qui a une grosse réflexion sur la pédagogie. Et c'est vrai que c'est intéressant d'échanger. Mais de toute façon, c'est toujours intéressant de confronter des points de vue, quoi. Bien, donc on revient sur Wemus. Xavier et Pierre-Alexis sont plutôt des challengers. Et en fait, ils gagnent la première manche. Qu'est-ce que ça a influé ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'ils ont été trop confiants ? Comment ça s'est passé en fait ? Comment tu as vécu ça ? Beaucoup d'amertume pour moi à la sortie des Jeux. Le résultat étant une chose, on était certes challenger, mais je pense que depuis le début de l'année, l'équipage montrait qu'il avait vraiment des possibilités pour bousculer la hiérarchie imposée par le Brésilien, l'Anglais, le Suédois. On avait, je pense, identifié on avait bien identifié le problème un peu que posait le plan d'Odouémous pour l'équipage. Maintenant, je pense qu'on n'a pas nécessairement manqué de temps, mais alors oui, de temps, parce que sur la grosse période qu'on fait à Weymouth avant les Jeux, on n'est malheureusement pas tombé sur la fenêtre météo qu'on va subir pendant les Jeux, quoi. Et globalement, il fallait pas qu'on soit dans... L'équipage n'arrivait pas à fonctionner correctement dans un type de vent et un état de mer. Et globalement, ces 7 manches sur 11 se sont passées dans ce type de temps et ce type de mer. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu, comme la première manche, un vent un peu plus à droite que le secteur donné, ça s'est bien passé avec une manche de 1. Et à partir de la manche numéro 7, le vent était un peu plus gauche et ils font pas le niveau de performance qu'ils auraient pu faire, mais ils jouaient, quoi. Ils jouaient, ils régataient, ils étaient dans le groupe des 6 premiers et avec des passages au vent dans le groupe des 3. Donc c'est vrai que c'est difficile de vivre ça comme ça, quoi. Après, il y a sûrement d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est vraiment le sentiment de ne pas avoir réussi à leur permettre de limiter... en tout cas de pouvoir régater correctement au jeu, quoi. Voilà, je suis un peu confus, mais oui, c'est pas un peu facile comme analyse, c'est-à-dire c'est de dire
nous, on était bons, en fait, mais c'est le vent. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit facile. Parce que quand je te dis que on n'a pas réussi à, à progresser en réalité. Alors si, on a progressé, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que les manches de la seconde à la manche 6, c'est même vent, même état de mer, même résultat à la marque au vent, même résultat à l'arrivée. Voilà. Si on reste sur les valeurs, première manche, le vent est à droite, ils réussissent à exploiter les évolutions de vent. Et à partir de la manche 7, le vent est un peu plus à gauche et ils réussissent à pouvoir mettre leur jeu en place. Ce qui est horrible, c'est de s'apercevoir que de la seconde à la 6e manche, le travail qu'on a réalisé sur les 2 mois et demi avant les Jeux, n'a pas permis, sur le plan d'eau des Jeux, de répondre techniquement à cette situation. Parce que à la sortie de la semaine de Sail4 Gold en 2011, où on est quasiment sur le même schéma, on s'aperçoit que ça fonctionne pas. Donc on va réfléchir sur une évolution en termes de gréement, etc. Non, il y a une grosse réflexion qui est menée. Il y a beaucoup de temps de passé, il y a de l'investissement qui est fait. C'est pour ça, quand tu dis c'est facile, je pense pas que ce soit facile. Après, on pourrait dire, non, les mecs étaient dans ce créneau-là, les mecs étaient plus forts que nous. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est que on n'est pas réussi à inverser, et surtout que je pense que ça manquait pas grand-chose de réussir à basculer du bon côté. Ça veut pas dire qu'on serait monté sur le podium, mais ça veut dire qu'ils auraient pu mettre en place leur jeu, ce qui n'a pas été le cas entre la seconde et la 6e manche. On a beaucoup parlé de tempérament ou de personnalités différentes. Ça, tu l'as oublié ou ça a été un point sur lequel tu as travaillé et que c'était en partie réglé? Ah non, c'est 2 personnalités différentes, 2 visions différentes de la régate. Je pense que c'est vraiment des gens d'une grosse qualité d'analyse, mais malheureusement qui n'étaient pas nécessairement, en tout cas ils ne voyaient pas les choses de la même façon. Ce qui est étonnant. Moi je ne pensais pas qu'on puisse avoir un niveau d'analyse comme ça et avoir une entrée aussi différente, quoi. Donc non, ça fait partie probablement la moitié de mon boulot, il a été là-dessus. Alors l'histoire montre de la voile que c'est quand même régulier de se retrouver avec des personnalités différentes au sein d'un même bateau, quoi. Mais non, c'est vrai que ça a été... Non, je ne l'ai pas oublié. Hein, c'est toujours présent. D'accord. Alors, il y a une chose qui était peut-être un peu originale par rapport aux préparations olympiques précédentes, c'est qu'il n'y avait pas de confrontation directe en entraînement avec des Français. Et donc, c'était plutôt avec les sparring partners, ils étaient plutôt autres que français. Mmh. Et donc, ça, c'est subi ou c'est provoqué? Il y a 2 choses. Il y a le fait de ne pas avoir réussi à bosser avec l'autre équipage français, qui était Guillaume Florent et Pascal Rambaud. Moi, je l'ai subi parce que quand me suis mis à travailler avec eux au mois de septembre 2010, de toute façon, c'était inscrit dans le marbre qu'ils ne bosseraient pas ensemble. Par contre, c'est probablement dommage. Mais ça fait référence
à des moments vécus par les uns et les autres comme très durs. Et donc, à un moment donné, t'arrives pas à mettre de liaison. Mais là-dessus, moi, j'ai jamais cherché à le faire déjà. En tout cas, à partir du moment où j'ai eu cette responsabilité-là. Et je pense que Bertrand Dumortier, qui a bossé avec Xav et Pape avant moi, il s'est aussi retrouvé confronté à cette situation. Donc ça a été subi, mais faudrait remonter une voire deux Olympiades en amont pour voir les raisons. Et après, ce qui était organisé, c'était le travail qu'on a fait avec les étrangers. Et là-dessus, on avait quand même comme partenaire le Suédois Louf qui gagne les Jeux et le Brésilien qui fait 3, quoi. Et c'est vrai que après, ça n'a rien à voir un travail avec des équipages étrangers qu'un travail avec, à mon avis, un autre équipage français. Mais c'était riche, c'était des mecs qui étaient au top, hein, la preuve, ils sont sur le podium. C'était intéressant, mais il n'y avait pas les échanges comme j'avais pu éventuellement les connaître à l'époque de la planche. Tu es entraîneur olympique, mais en même temps, tu es prof à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Est-ce que tu as repéré des entraîneurs à potentiel, alors sans citer de nom, qui pourraient en fait bénéficier de tout ce que tu as pu apporter à certains équipages? Est-ce que tu crois d'abord à ce c'est pas un maquignonnage, mais c'est une forme de maquignonnage, c'est-à-dire que une forme de collaboration proche pour permettre aux gens d'avancer, quoi. Il y a l'expert qui accompagne celui qui est en devenir. Parce que je te vois plus comme entraînant, alors entre guillemets, c'est pas le sens, en accompagnement de quelqu'un, ou de un ou deux, que de conférencier devant X entraîneurs. Oui, de toute façon, je me sens... ouais, encore, la conférence, quand je sais que j'ai un sujet qui dure 1h30, ça me pose pas de problème. Je suis pas prof... dans l'âme. Voilà, dans l'âme. Je reste entraîneur. Après, le fait de travailler avec d'autres entraîneurs, oui, et c'est vrai que même sur le groupe existant, en tout cas qui était à Weymouth pour les Jeux de 2012, il y en a plusieurs qui sont venus discuter avec moi. Mais c'est vrai que les discussions, elles se sont plus faites de façon informelle sur la perception qu'on pouvait avoir sur tel ou tel événement. Parce que on s'aperçoit, quelle que soit la série, que chacun vit des moments vraiment difficiles, quoi. Quand on se retrouve sur les jeux, un coureur de haut niveau, c'est quand même une personnalité particulière. C'est des gens attachants, etc. Mais c'est aussi des gens avec beaucoup de volonté et c'est des fois compliqué de trouver la bonne porte d'entrée, on va dire. Et c'est vrai que les échanges, alors pas nécessairement en me positionnant, hein, mais c'est les échanges qu'il y a eu avec certains, hein, après que ce soit, on peut les nommer, je pense pas qu'il y ait de problème, avec Stéphane Jaouen, Gilda Philippe, Nico Lebert, ça a souvent été très intéressant et par leurs questions et par la façon dont eux percevaient leur équipage, leur groupe. Mais c'était vraiment des allers-retours en été. C'était pas, je me positionnais pas comme étant un maître de compagnonnage. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, tu avais un autre rôle. Tu nous as dit tout à l'heure sur Weymouth. Et tu avais une position d'observateur qui était extraordinaire. On a interviewé aussi bien Thierry que Fabrice.
Et à chaque fois, ce qui ressortait de leurs propos, c'était notamment des problèmes de déficit en matière de, c'est pas de règlement, mais en matière de difficultés par rapport à un événement, mais lié au règlement. Et donc, comment tu l'as perçu, toi? Est-ce que tu as eu cette même vision des choses qui a fait qu'en fait, on est parti avec des favoris et on a obtenu 2 médailles en chocolat? Avec Thierry et Fabrice, et l'ensemble du groupe, hein, parce que quand je dis avec Thierry et Fabrice, avec les coureurs, avec les différents spécialistes qui sont intervenus, on a fait une période de bilan. On a eu une période de bilan qui était pour moi intéressante. Maintenant, cette période-là, elle ne règle pas le problème que tu soulèves. Alors pour moi, il n'est pas du même ordre entre ce qui s'est passé en sonar et ce qui s'est passé en 2.4. Dans le cadre du sonar, ça c'est sûr que Bruno a gâché certains points, mais il y a eu d'autres moments. Les points ont été gâchés par des actions ou omissions d'autres personnes à bord du bateau, quoi. Donc cette défaite, pour moi, elle est collective. Elle n'est pas de la responsabilité soit de Bruno, soit de Pierre-Paul Jacques. Maintenant, dans les discussions que j'ai moi avec Fabrice pour la préparation de Rio, c'est bien sûr de limiter les risques de se retrouver devant le jury et donc de perdre beaucoup de points en très peu de temps. Mais c'est aussi de permettre aux autres membres de l'équipage de pouvoir jouer un rôle à la hauteur de l'événement. Donc c'est vrai que en 2013, il y a plusieurs projets pour avancer là-dessus. Et c'est vrai que on y fera attention en 2014, 2015, 2016, quoi. Mais il ne faut pas être réducteur dans le côté réglementaire et ce qui est le plus flagrant, parce que c'est sûr que tu passes d'une manche de 6 à une manche de DSQ, tu perds 7 points, c'est sûr que tu remets ces 7 points-là, l'équipage est sur le podium. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres moments, voilà. Mais bon, on en a déjà bien discuté avec Fabrice là-dessus. Dans le cadre du 2.4, alors c'est peut-être mon rôle aussi, hein, mais je suis pas complètement satisfait. Oui, il y a eu un problème. Oui, le problème, on est resté trop longtemps à vouloir réouvrir le truc, etc., etc. Mais je souhaite revenir sur le bilan qu'ils ont fait avec et Damien et Thierry pour essayer peut-être de rentrer un peu plus dans le détail, quoi. Voilà. Je suis pas. Certes, il y a eu des soucis là-dessus, mais je pense pas que ce soit. C'est un point important, mais c'est pas le seul point. Donc, alors, tu te vois comment dans les prochaines années? À quel niveau? Ça va être quoi ton job? C'est quoi mon job? Dans le cadre du paralympique, je vais plutôt me positionner pour te faire plaisir comme manager. Donc voilà, c'est un rôle qui me plaît bien d'avoir. J'aime bien bosser avec Fabrice, j'aime bien bosser avec Thierry. J'aime bien le groupe constitué par les équipages paralympiques. Donc voilà, donc ça sera une première partie de mon travail. La deuxième partie, c'est
dans une réflexion qu'on a avec, donc dans le cadre de l'école, avec Olivier et l'Université de Bretagne Sud sur la mise en place d'une caméra autonome. Et après, dans le cadre de l'olympisme, aujourd'hui, ils sont en train de changer de direction technique. Je n'ai pas fait d'acte de candidature. Par contre, j'ai bien envie de rencontrer la future équipe et voir pour un rôle, je ne sais pas lequel, voilà, à discuter. C'est bon ?